Imaginez un moment la femme la plus belle du cinéma, celle dont le visage a arrêté le monde, celle dont les yeux verts brillaient, des écrans comme des émeraudes enflammées, capables de faire oublier à un homme son propre nom. Maintenant, imaginez cette même femme, seule dans une chambre à 3 heures du matin, déchirant les rideaux, criant pour quelqu'un qui n'existe pas, tandis que les médecins attendent dehors avec des seringues à la main, prêts à l'endormir avant qu'elle ne se fasse du mal. C'est le secret que Hollywood n'a jamais voulu que vous sachiez. Vous connaissez Vivien Leigh comme Scarlett O'Hara, la femme qui a juré de ne plus jamais avoir faim, debout dans le rouge coucher de soleil de Tara, le poing levé contre le destin. Vous la connaissez comme Blanche Dubois, fragile, perturbée, détruite par les hommes et par son propre esprit. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que Vivien ne jouait pas seulement ses rôles, elle les vivait. Derrière les 2 Oscars, derrière les couvertures de magazines, derrière l'amour le plus passionné et dévastateur que Hollywood ait jamais connu, se trouvait une femme piégée dans une bataille invisible qui a duré toute sa vie, contre une maladie qui la consumait de l'intérieur, contre un système qui l'exploitait sans pitié, contre un homme qui l'a profondément aimée et l'a abandonnée de la même manière. Et le plus cruel de tout, plus elle brillait sur scène, plus l'endroit où elle vivait quand les lumières s'éteignaient devenait sombre. Aujourd'hui, nous allons raconter la vérité complète sur Vivien Leigh. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire va changer à jamais la façon dont vous regardez cette célèbre scène du vent emportant tout. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche. Chaque semaine, nous apportons des histoires comme celle-ci que Hollywood a enterrées profondément et que vous méritez de connaître. Novembre 1913. Darjeeling, Inde. Dans une ville entourée par les montagnes de l'Himalaya, où l'odeur du thé parfumait l'air froid du matin et où les nuages descendaient jusqu'à toucher les toits, naquit Vivian Mary Hartley. Son père, Ernest Hartley, était un Britannique élégant travaillant sur le marché financier de Calcutta. Sa mère, Gertrude Robinson, était une femme d'une beauté singulière et d'origine plus complexe que la famille n'aimait à l'admettre. On murmurait, entre ceux qui la connaissaient, que Gertrude avait du sang indien et arménien dans les veines. Un secret gardé avec soin. Car à cette époque, et surtout dans le Hollywood que Vivian conquérirait des décennies plus tard, une ascendance mixte pouvait être la sentence de mort d'une carrière avant même qu'elle ne commence. Le système exigeait que vous soyez immaculément blanche, immaculément européenne, immaculément sans histoire. Vivian était donc un mensonge soigneusement construit depuis le berceau. À seulement 6 ans, tout changea. Ses parents l'ont mise sur un bateau à destination de l'Angleterre, l'inscrivant dans un couvent à Roehampton, loin de la chaleur de l'Inde, loin de tout ce qu'elle connaissait. Pendant 2 longues années, Vivian voyait rarement ses parents. Dans cette solitude de dortoir froid et de discipline religieuse sévère, elle découvrit 2 moyens de survivre, l'imagination et la scène. On raconte qu'un après-midi, alors qu'elle jouait avec un groupe de camarades, la petite Vivian s'arrêta soudain, les regarda avec ses yeux verts qui attiraient déjà l'attention, et dit d'une voix basse, comme si elle révélait un secret sacré. « Un jour, je serai une grande actrice. » Les filles rirent. Vivian ne rit pas. Elle ne douta plus jamais de ce destin. Mais le destin, comme nous le verrons, exigea un prix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer cet après-midi-là de son enfance. Dans les années 1930, Vivian Hartley était inscrite à la Royal Academy of Dramatic Art, à Londres. Elle était jeune, brillante, et avait sur ce visage quelque chose qui arrêtait les gens dans la rue. Une combinaison improbable de beauté classique, avec une intensité presque troublante dans le regard. C'est là qu'elle rencontra Herbert Lake Holman. Avocat respecté, 13 ans plus vieux, stable, discret. Il tomba amoureux de la jeune actrice avec une dévotion presque révérentielle. Et Vivian, qui avait passé son enfance loin de ses parents et qui confondait sécurité avec amour, dit oui. Ils se marièrent en décembre 1932. Elle avait 19 ans. Moins d'1 an plus tard, Suzanne naquit. Le tableau était complet. La jeune actrice avait trouvé son port sûr, sauf que le port commençait à étouffer. C'est alors que son agent fit une suggestion apparemment banale, mais qui changerait tout. Vivian Holman ne sonne pas comme un nom de star. Elle rejeta tous les noms inventés. Si elle devait avoir un nouveau nom, ce serait un nom avec une histoire. Elle choisit Leigh, tiré du 2e prénom de son mari, dans un geste qui était à la fois de l'affection et un adieu, car elle utilisait son nom pour construire l'identité qui la laisserait derrière. Vivian devint Vivien, une lettre différente, une personnalité entièrement nouvelle, plus aiguisée, plus mystérieuse.
Le nom évoquait Paris, le champagne et le danger. En 1935, dans un théâtre londonien, Vivien Leigh marcha vers le centre de la scène dans The Mask of Virtue, et le public ne fut plus jamais le même. Des critiques, qui louaient rarement les premières sorties, sortirent du théâtre avec des superlatifs qu'ils n'avaient pas utilisés depuis des années. Elle avait 22 ans, et elle était sur le point de voir le visage de l'homme qui détruirait et compléterait sa vie en même temps. Une nuit, Vivien alla au théâtre avec une amie. Ce n'était pas la pièce qui attira son attention, c'était l'acteur. Laurence Olivier était sur scène, et il avait en lui une qualité qui transcendait la technique, une présence qui remplissait le théâtre comme de l'oxygène, rendant impossible de regarder autre chose. Vivien se tourna vers son ami et murmura les mots qui entreraient dans l'histoire. « Je vais épouser cet homme ». Le petit détail, ils étaient tous deux mariés à d'autres personnes, mais quand Vivien Leigh décidait quelque chose, l'univers devait se réarranger. Elle s'arrangea pour être présentée à lui. Une nuit après une représentation, elle glissa dans les coulisses avec cette grâce qui semblait répétée depuis des siècles. Ils échangèrent peu de mots. Et puis, dans un geste qui le laissa abasourdi, elle s'approcha, déposa un doux baiser sur son cou et disparut dans la foule. Olivier resta figé, avec la sensation que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Il ne se trompait pas. Ils travaillèrent ensemble sur Fire Over England, et ce qui avait commencé comme des étincelles devint un incendie déclaré. Mais pour qu'ils soient ensemble, 2 mariages devaient être détruits. 2 enfants devaient perdre un père ou une mère qui avait choisi l'amour plutôt qu'eux. La bombe était à retardement. Vivien Leigh semblait avoir le monde dans la paume de sa main. Et c'est exactement à ce moment-là que l'ombre apparut pour la première fois. Lors des représentations de Hamlet, où elle jouait la fragile Ophélia, Olivier entra dans la loge et trouva Vivien dans une spirale qu'il n'avait jamais vue. Elle criait, une fureur incontrôlable, les yeux avec une lumière étrange, les mots en torrent irrationnel. Et puis, comme si un interrupteur avait été éteint, elle s'arrêta. Elle le regarda calmement, sourit et dit quelque chose de complètement ordinaire, comme si les 5 dernières minutes n'avaient jamais existé. Olivier resta glacé. Ce qu'il ne savait pas encore, ce que la médecine de l'époque ne savait pas, c'est que Vivien Leigh souffrait de troubles bipolaires sévères. Les épisodes maniaques arrivaient sans avertissement, la transformant en une personne méconnaissable. Puis venaient les dépressions, tout aussi dévastatrices, qui la laissaient prostrée pendant des jours. Elle avait 24 ans et menait déjà une guerre que personne ne pouvait voir. Mais il y avait une autre bataille en vue. Celle-ci, elle l'a choisie. Alors qu'elle se remettait d'une cheville fracturée, alitée et ennuyée, Vivien prit un livre qui lui avait été recommandé. 600 pages d'un épique américain sur la guerre, la perte et la survie. Gone with the Wind. Elle le lut d'une traite, et quand elle eut fini, elle savait avec la même certitude féroce avec laquelle elle avait décidé d'épouser Olivier, Scarlett O'Hara, c'était elle. David O. Selznick était sur le point de réaliser le film le plus ambitieux d'Hollywood. Plus de 1400 femmes passèrent des auditions pour Scarlett O'Hara. Vivien Leigh était britannique, inconnue aux États-Unis. Quand elle demanda à son agent un essai, la réponse de Selznick fut directe. Elle semble trop anglaise, Scarlett est le feu du Sud-Américain. Toute autre personne aurait accepté le nom. Vivien Leigh n'était pas toute autre personne. Myron Selznick, frère du producteur et agent d'Olivier, était convaincu qu'elle était parfaite pour le rôle. Une nuit où il brûlait les anciens décors de King Kong pour simuler l'incendie d'Atlanta, Myron emmena Vivien sur le plateau. Les flammes oranges illuminaient le ciel de Hollywood. Il la désigna et dit à son frère « J'ai trouvé ta Scarlett ». David O. Selznick regarda cette femme élancée, aux traits parfaits, les yeux verts brûlant dans le reflet des flammes. Et il convoqua l'audition. Lors de l'audition, Vivien enflamma la salle. Elle avait en elle une dualité que aucune autre actrice n'avait capturée, la beauté d'une jeune fille du Sud et la brutalité émotionnelle d'une survivante. Le rôle était le sien. Mais ce qui suivit fut tout sauf un conte de fées. Le tournage dura des mois sous une pression brutale. 3 réalisateurs différents passèrent par la production. L'équipe travaillait jusqu'à 16 heures par jour. Et puis il y avait la question de l'argent. Clark Gable gagnait 5 fois plus qu'elle, bien que Vivien portât le film sur ses épaules avec presque le double de travail dans presque toutes les scènes. Elle le savait et mordait sa langue. À un certain moment, tant elle que Gable étaient les convaincus que cela serait un désastre colossal. Le destin eut le plaisir de les contredire. Autant en emporte le vent, sorti en décembre 1939, et le monde s'arrêta.
Près de 4 heures de film, et le public resta cloué sur ses sièges. C'était d'une grandeur qui engloutissait complètement les gens, qui les transportait dans un monde qu'ils n'avaient jamais connu. Lorsque l'enveloppe dorée fut ouverte aux Oscars de février 1940, le nom qui en sortit était le sien. Meilleure actrice, Vivien Leigh, 26 ans. En une nuit, elle devenait l'une des actrices les plus célèbres du monde entier. Mais ce qui se passa après la cérémonie resta caché pendant des décennies. Dans la voiture, en route pour la maison, après la plus grande nuit de sa carrière, Laurence Olivier prit la statuette dorée des mains de Vivien. Selon le propre fils d'Olivier, Larry faillit la lancer contre sa femme. Il était dévoré par la jalousie. Lui, le plus grand acteur du théâtre britannique, avait été écarté cette même nuit. Et maintenant, il voyait le monde entier s'agenouiller devant la femme qu'il aimait, tout en devant sourire et faire semblant d'être simplement le mari fier. Des années plus tard, il admettrait, avec une honnêteté dévastatrice, qu'il avait été consumé par une jalousie qu'il n'aurait jamais dû ressentir. C'était le paradoxe central de leur vie. Ils étaient les deux grands amours l'un de l'autre et les deux plus grands obstacles l'un pour l'autre. Ils se marièrent enfin en août 1940, après que tous deux eurent obtenu le divorce. Le prix fut trop élevé. Tous deux perdirent la garde de leurs propres enfants pour pouvoir être ensemble. La cérémonie fut petite, presque clandestine, seulement des amis proches, avec Katharine Hepburn comme demoiselle d'honneur. La joie dura peu. Le premier projet professionnel commun, Roméo et Juliette à Broadway, fut un échec monumental. Ils perdirent plus de 100 000 $ de l'époque dans une production qui s'effondra en quelques semaines, les laissant financièrement saignés et artistiquement humiliés. Et tandis que les factures arrivaient, la maladie recommençait à croître. Ceux qui ont côtoyé de près Vivien dans les années 1940 décrivent toujours la même chose. Elle pouvait être la femme la plus charmante du monde, perspicace, généreuse, capable de faire en sorte que chacun se sente spécial. Et puis, sans avertissement, sans transition, sans aucun déclencheur apparent, cette femme disparaissait. Ce qui restait à la place était une étrangère. Les yeux changèrent d'abord, pas exactement vides, mais étrangers. Puis venaient les mots acides, les insultes qui frappaient précisément là où ça faisait le plus mal, les cris illogiques, et ensuite le silence soudain, et le retour, et la terreur dans ses yeux lorsqu'elle réalisait qu'elle avait perdu un autre morceau de temps. Son agent la décrivit ainsi. Sa voix devenait rauque, épaisse, mais ce qui était le plus terrifiant, c'était les yeux. Il devenait le regard froid d'une étrangère. En 1943, lors d'une tournée bénévole en Afrique du Nord, pour remonter le moral des troupes alliées, Vivien s'effondra complètement. Les médecins diagnostiquèrent une tuberculose. Ils la traitèrent, ou pensèrent qu'ils l'avaient traitée. En réalité, comme elle et les personnes autour d'elle le réaliseraient des décennies plus tard avec horreur, la maladie n'avait jamais été complètement éradiquée. Elle avait simplement reculé dans un coin sombre de ses poumons, attendant patiemment, attendant le bon moment pour revenir. Lorsque Vivien tenta de reprendre sa carrière, Hollywood l'accueillit avec un sourire qui cachait des dents. Les contrats liaient les actrices à un seul studio pendant des années. Le studio décidait quels rôles elles pouvaient jouer, quelles interviews elles pouvaient donner, avec qui elles pouvaient être vues en public. Les femmes étaient des propriétés. Vivien tenta d'entrer dans Rebecca, dirigée par Olivier lui-même. Le rôle fut donné à Joan Fontaine. Elle refusa orgueil et préjugés, une décision dont elle se repentirait pendant des années. Chaque refus était un point marqué contre elle. Chaque échec amplifié et documenté pour réduire son pouvoir de négociation. Et puis, en 1945, lors du tournage de César et Cléopâtre, se produisit la tragédie qui la brisa d'une manière qu'aucune caméra ne captura. Elle était enceinte. Dans un glissement sur le sol poli du studio, elle tomba. Elle perdit le bébé. Elle avait sacrifié la garde de sa fille pour pouvoir être avec Olivier. Elle avait tout donné pour leur amour. Et maintenant, même ce bébé, le bébé de lui, le bébé d'eux, n'avait pas survécu. Le choc la plongea dans une dépression de plusieurs mois. Et dans cette dépression, la bipolarité trouva le terrain le plus fertile qu'elle ait jamais eu. Olivier essaya. Les lettres qu'il écrivit à cette époque révèlent un homme véritablement terrifié par la femme qu'il aimait. Non par la maladie elle-même, mais par son incapacité à l'atteindre, à traverser ce mur de verre que la maladie érigeait autour d'elle. Tennessee Williams avait écrit la pièce la plus troublante et la plus belle du théâtre américain contemporain, un tramway nommé « Désir ». Le rôle de Blanche Dubois, une femme raffinée qui avait tout perdu, qui vivait d'illusions, qui se réfugiait dans un passé glorieux, tandis que la réalité la détruisait,
attendait une actrice qui le comprenne, non pas avec la tête, mais avec les entrailles. Vivian Leigh comprenait Blanche Dubois de la manière la plus intime possible, parce que Blanche était elle. La fragilité derrière l'élégance, le désespoir derrière le sourire, l'esprit qui fuyait la réalité parce que la réalité était trop insupportable. Lorsqu'elle monta sur la scène de l'Aldwych Theatre à Londres, le public resta dans un silence sépulcral. Ce n'était pas le silence de l'ennui, c'était le silence de ceux qui témoignent de quelque chose qu'ils ne peuvent pas cataloguer comme de la fiction. Les critiques furent unanimes. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Après plus de 300 représentations, elle admit publiquement « Blanche m'a conduite au bord de la folie ». Ce n'était pas une métaphore. Lorsque Hollywood adapta la pièce au cinéma, en 1951, avec Elia Kazan à la direction et Marlon Brando dans le rôle de Stanley Kowalski, certains doutèrent que Vivien puisse atteindre la dimension américaine brute que le rôle exigeait. Les tests de caméra détruisirent sur cet argument en 10 minutes. Pendant le tournage, Marlon Brando, déjà considéré comme le plus grand talent de sa génération, avoua même dans des conversations privées une attirance pour elle qu'il étouffa par respect pour son amitié avec Olivier. Brando décrirait Vivian Leigh comme « l'actrice la plus complète avec qui j'ai jamais travaillé », un compliment qui, venant de Brando, valait plus que n'importe quel prix. Elle gagna son 2e Oscar, meilleure actrice, un tramway nommé Désir, Vivian Leigh, 2 fois, 2 rôles, 2 trophées dorés. Et aucun d'eux n'était capable de sauver ce qui était en train de s'effondrer. Elephant Walk. Les techniciens commencèrent à réaliser que quelque chose n'allait pas dès les premiers jours. Viviane apparaissait dans les coulisses avec les yeux trop brillants ou trop éteints. Elle oubliait ses répliques, non par manque d'études, mais parce que le fil qui reliait ce qu'elle savait à ce qu'elle pouvait faire s'était déconnecté quelque part au milieu. La paranoïa s'installa. L'insomnie, qui l'accompagnait depuis des années, atteignit un niveau cliniquement dangereux. Et ensuite, commencèrent les hallucinations. La Paramount n'eut d'autre choix. Elle la remplaça par Elizabeth Taylor. Pour Vivien, être remplacée par Elizabeth Taylor était une humiliation d'une cruauté presque poétique, la nouvelle reine de la beauté poussant l'ancienne reine hors du trône. Et puis, il se passa quelque chose que les témoins n'ont jamais pu oublier. Lors d'un vol de retour vers Los Angeles, en plein ciel avec l'océan en dessous, Vivian Leigh tenta à plusieurs reprises d'ouvrir la porte de l'avion. Elle avait perdu le contact avec la réalité. Lorsqu'elle atterrit en Angleterre, Olivier prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Elle l'internait. 3 mois dans une clinique psychiatrique. Et là, elle avait été soumise au traitement que la médecine de l'époque considérait comme la cure, électrochoc. La femme la plus célèbre du monde, la Scarlett O'Hara de la génération, allongée sur un lit avec des électrodes sur le crâne, le corps convulsant en réponse au courant électrique que le médecin espérait réinitialiser ce qui était brisé. Le pire de tout, la presse l'a su, et a traité l'effondrement de la manière dont la presse traitait tout à l'époque, comme un divertissement. Les gros titres ont transformé la souffrance en curiosité sordide. Les détails cliniques ont été révélés par des sources anonymes. Il n'y avait pas de vie privée pour les femmes que Hollywood élevait trop haut. Parce que plus vous montez haut, plus la satisfaction est grande quand vous tombez. Le retour de l'hospitalisation a été un retour dans une maison différente. Olivier et elle sont restés ensemble. Ils ont continué à travailler ensemble, à partager la scène, à partager la vie. Mais il y avait entre eux quelque chose qui n'était plus le même, une distance maintenue par précaution, un calcul silencieux de combien chacun pouvait donner à l'autre avant que la facture ne dépasse les ressources disponibles. Pendant cette période, un jeune acteur australien nommé Peter Finch était entré dans leur vie. Olivier lui-même l'avait découvert et invité dans la compagnie, enthousiasmé par le talent qu'il voyait en lui. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Finch franchirait rapidement la frontière et deviendrait l'amant de sa propre femme. Selon plusieurs rapports proches, Olivier a même ressenti un soulagement pervers à ce sujet. Au moins quand Viviane était avec Finch, elle ne déchargeait pas ses épisodes maniaques sur lui. C'était le portrait d'un mariage qui s'était transformé en survie. En 1956, une autre perte de grossesse, à 44 ans, lors d'une tournée européenne de Titus Andronicus, interprétant un personnage littéralement mutilé scène après scène. Réalité et fiction se sont fondus dans un chaudron qu'aucun esprit, encore moins un qui luttait déjà depuis 2 décennies avec la bipolarité, ne pourrait supporter. Il y a des rapports selon lesquels elle a erré nue dans un jardin public pendant un épisode maniaque, qu'elle a attaqué Olivier avec une serviette mouillée, le provoquant jusqu'à ce qu'il la pousse hors de la chambre. Après cet épisode,
Olivier s'est assis sur une chaise et a regardé par la fenêtre pendant longtemps. Il aimait Vivien. Il l'avait toujours aimé. Mais il était épuisé d'une manière que l'amour ne pouvait plus guérir. Joanne Plowright, jeune actrice tranquille et stable, lui offrait quelque chose que Vivien ne pouvait jamais lui donner. La paix. Et Olivier, qui avait vécu presque 20 ans au bord d'un volcan, a choisi la paix. En 1960, ils ont divorcé. Plus tard, beaucoup plus tard, Olivier dirait d'une voix émue qu'il n'avait jamais aimé aucune femme comme il avait aimé Vivien Leigh, et que cet amour avait été, simultanément, la chose la plus belle et la plus destructrice de sa vie. La dure vérité, a dit un ami proche qui a demandé l'anonymat, c'est que leur amour était réel. Mais l'amour réel n'est pas suffisant quand la maladie est plus grande que les deux ensemble. Après le divorce, certains s'attendaient à ce que Vivien Leigh disparaisse. Elle a refusé. Elle a trouvé en Jack Merrival, un acteur plus jeune, d'une patience apparemment illimitée, quelqu'un qui l'aimait sans essayer de la changer. Merrival savait exactement ce qu'il trouverait à ses côtés. Il avait promis personnellement à Olivier qu'il prendrait soin d'elle pour le reste de sa vie, et il a tenu sa promesse. Sous ses soins, Vivien a trouvé un équilibre fragile, mais réel. Elle est retournée sur scène, a parcouru des tournées internationales, a continué à être ce qu'elle avait toujours été, une présence qui transformait l'air autour d'elle. En 1963, à Broadway, elle a joué dans la comédie musicale Tovarich. La vérité est que c'était un désastre technique. Elle oubliait ses répliques au milieu des scènes, chantait à des vitesses impossibles, comme si le métronome interne était en surchauffe, a physiquement attaqué un collègue lors d'une répétition devant des témoins. Il y avait des nuits où elle avait besoin d'être sédatée pour ne pas se blesser avant de monter sur scène. Et pourtant, et c'est l'une des ironies les plus dévastatrices de cette histoire, elle a gagné un Tony Award. Le jury a vu ce que le public a vu. Sous tout ce chaos, il y avait un génie qui survivait intact. Une actrice dont le lien avec le public transcendait toute performance techniquement parfaite. Vivien Leigh remportait des prix pendant que son esprit se fragmentait. En 1965, pendant le tournage de Ship of Fools, elle a perdu le contrôle lors d'une scène de confrontation et a frappé l'acteur Lee Marvin avec le talon de sa chaussure, lui laissant une cicatrice permanente sur le visage. Ship of Fools serait le dernier film de sa carrière. Elle avait 52 ans. Été 1967. La tuberculose est revenue. Pas comme une surprise. Il y avait des signes depuis des mois. La toux qui ne cédait pas, la fatigue profonde que le repos n'apaisait pas, la pâleur que le maquillage ne pouvait plus cacher. Mais Vivien continuait à faire des projets. Elle avait un nouveau rôle en répétition. Elle avait une tournée prévue. Elle avait la vie qu'elle avait toujours vécue, en mouvement, sur scène, sous les projecteurs. Dans la nuit du 7 juillet 1967, Jack Merrival est sorti de leur appartement à Londres pendant quelques heures. À son retour, il l'a appelée. Silence. Il l'a trouvée sur le sol de la chambre. Vivien Leigh était morte seule, dans l'obscurité, avec des poumons que la tuberculose avait finalement vaincus. Elle avait 53 ans. Lorsque la nouvelle s'est répandue, Laurence Olivier, bien qu'ils aient été divorcés depuis 7 ans, bien qu'il soit marié à Joanne Plowright, malgré toute l'eau qui avait coulé sous les ponts, est immédiatement allé à l'appartement. Avec Merrival, il a organisé les funérailles, il a assisté à la crémation et a dispersé ses cendres près du lac de la propriété qu'elle avait aimée, à Tickridge Mill, où ils avaient repassé quelques-unes des années les plus heureuses de leur vie ensemble. Cette nuit-là, tous les théâtres de Londres ont éteint leur lumière pendant 1 heure d'obscurité, en hommage à la femme qui avait rempli la scène de lumière pendant 3 décennies. Et Olivier, de nombreuses années plus tard, déjà vieux et fragile, a été trouvé en train de regarder l'un de ses films, en pleurant. Quand quelqu'un lui a demandé ce que c'était, il a dit doucement, presque pour lui-même, « C'était de l'amour. » Que reste-t-il de Vivien Leigh, un demi-siècle plus tard? Reste Scarlett O'Hara debout contre le ciel rouge, le poing dans l'air, jurant qu'elle n'aura plus jamais faim. Reste Blanche Dubois disant, avec une fragilité qui brise le cœur, « J'ai toujours dépendu de la bonté des étrangers. » Reste les 2 Oscars. Reste les scènes de Londres et de New York, où elle est entrée et a fait retenir son souffle au monde. Mais il reste aussi autre chose, quelque chose de plus difficile à inscrire sur une plaque dorée. Reste l'histoire d'une femme qui a lutté contre une maladie invisible à une époque où cette maladie n'avait ni nom ni traitement digne, qui a été exploitée par un système qui l'idolâtrait en public et la déprotégeait en privé.
qui a aimé avec une férocité qui ne tenait pas dans une vie normale, qui a perdu des enfants, perdu l'amour de sa vie, perdu des morceaux de son propre esprit, et qui pourtant est retournée sur scène à maintes reprises, parce que la scène était le seul endroit où elle se sentait entière. Elle a dit un jour « Je préfère une vie courte avec Larry à une vie longue sans lui ». Elle a eu la vie courte, elle a eu l'amour, elle a eu la scène, et elle a eu le prix, entier, sans réduction, sans monnaie. Vivien Leigh n'a pas été seulement une actrice, elle a été une preuve, chère, sanglante, brillante, que le talent véritable survit à presque tout. Presque. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, si vous avez commencé à connaître Vivien Leigh d'une manière différente, faites une chose simple. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications. Ouais. Chaque semaine, nous apportons des histoires comme celle-ci, celles que Hollywood a enterrées, que les studios ont préféré ne jamais raconter, sur les femmes et les hommes qui ont payé le prix de la grandeur avec du sang et du silence. Sous chaque icône, il y a une vie humaine. À la prochaine vidéo.